Niyan est entré dans le match PK sachant que tout le monde s'attendait à ce qu'il perde. Après tout, Wei était un berserker de niveau 3, tandis que Niyan n'était qu'un voleur de niveau 2. Même Tang était inquiet car le champ de bataille était une vaste prairie, un endroit où la furtivité d'un voleur pouvait facilement être exposée. Mais Niyan resta calme. Au moment où le combat a commencé, il a disparu furtivement, forçant Wei à le rechercher à travers le mouvement de l'herbe. Wei pensait pouvoir lire la position de Niyan, mais Niyan a utilisé le vent lui-même pour cacher ses mouvements. Juste au moment où Wei croyait l'avoir compris, Niyan apparut derrière lui et frappa le premier. Wei a paniqué et a utilisé de puissantes compétences pour le forcer à s'éloigner, mais Niyan avait déjà calculé chaque mouvement. Il connaissait le timing de l'attaque de Wei, le retard de ses compétences et même le moment où sa défense s'ouvrirait. Ensuite, Wei a tiré un coup de flamme mortel, essayant de mettre fin au combat d'un seul coup net. Au lieu de reculer, Nian Yan a pris le coup de front et a continué à avancer. Wei chargea à nouveau, certain que la victoire lui appartenait enfin. Mais avant de pouvoir porter le coup final, Niyan esquiva à une vitesse terrifiante et frappa le premier, vidant complètement la santé de Wei. Devant tout le monde, le soi-disant voleur le plus faible a vaincu le berserker le plus fort, prouvant que Niyan n'était plus la même personne qu'il méprisait. Mais son changement a commencé avec la mort, lorsqu'un Niyan a abattu le directeur d'un grand conglomérat, Kaoshu, juste devant ses gardes. Sans hésitation, les gardes le criblent de balles, mais alors que Yan s'écrase au sol, il n'y a aucun sentiment de regret en lui car il ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. En fait, il est heureux que dans le monde, tout le monde meure une fois. Et c'est tout. Jean pousse un soupir de soulagement car même après toute la richesse de Tsao, cela n'a toujours pas pu lui sauver la vie. Avec ce dernier souffle, Jean étend les mains en l'air et déclare fièrement qu'il a vengé son père et sa mère. Cependant, il déteste le fait que la vie ait été si injuste envers lui et il a toujours été du côté des perdants. Il essaie de rester en vie autant qu'il le peut car il n'est pas prêt à abandonner quoi qu'il arrive. Soudain, tout devient sombre, et avant qu'il ne s'en rende compte, il ouvre les yeux sur son lit. Jean se lève sous le choc, se tenant la poitrine avec confusion parce qu'il se souvient avoir été abattu par les gardes du corps de Sao. Yan regarde autour de lui et se rend compte qu'il se trouve dans la pièce où il vivait lorsqu'il était étudiant, et c'est alors qu'il se rend compte qu'il aurait pu renaître dans le passé. En train de jouer à la télévision assis de l'autre côté de la pièce, et diffuser une publicité sur un jeu virtuel en ligne totalement immersif connu sous le nom de Conviction. Apparemment, Conviction vient d'ouvrir ses serveurs et avec cela, Jean confirme qu'il est de retour dans le passé. Jean se dirige vers sa table et en prend un portrait et voici une photo qui le représente lui et ses parents. La photo a été prise alors que ses parents faisaient des affaires dans le plutonium métallique à la frontière. Le plutonium métallique était un matériau stratégique important qui était acheté par l'État à des centaines de fois son prix, rapportant ainsi à sa famille une tonne d'argent. Plus tard, son père a ouvert une fonderie de métaux et sa famille est rapidement devenue riche. Cependant, cela n'a pas duré longtemps car l'année où Yan a eu 25 ans, il a également goûté aux représailles du groupe financier Shihong. Apparemment, les parents et amis en qui son père avait la confiance ont été rachetés par Sal pour de lourdes sommes. Ils ont fini par trahir son père. Cela a provoqué des revers importants pour l'entreprise qui ont conduit à la faillite. Finalement, son père s'est envoyé dans l'au-delà et sa mère est également tombée malade, ce qui a entraîné sa mort. En raison de son passé riche, John était paresseux et ne pouvait rien faire. Il n'avait donc qu'un seul choix, et c'était de périr avec Tsao qui l'a ruiné. Mais maintenant qu'on lui a donné une chance de recommencer, il est déterminé à ne plus rien perdre. En parlant de conviction, il s'agit d'un jeu holographique inter-époque qui change le monde, et plusieurs groupes financiers ont fini par entrer dans le jeu au cours des années suivantes. South Financial Group a également commencé à sortir du jeu. Fondamentalement, la conviction est devenue le deuxième monde de l'humanité, et dans sa vie passée, il était un voleur de niveau 180. Jean vérifie son téléphone et se rend compte que nous sommes le 25 juillet 2025, ce qui signifie que la condamnation n'est ouverte que depuis 7 jours. Avec cela, Jean comprend qu'il est encore temps pour lui, car pour le moment, le niveau le plus élevé du classement du jeu ne devrait être que le niveau 5. Puisqu'il a les souvenirs de sa vie passée, il est convaincu qu'il peut surpasser celui qui est au sommet, ce qui signifie que c'est sa plus grande opportunité de renverser la situation dans une situation désespérée. Jean se souvient qu'à l'heure actuelle, il lui reste encore quelques économies suffisantes pour acheter le casque de jeu le plus bas. Alors que Jean se prépare à quitter la maison, tout dans son esprit est de savoir comment il va se venger de Sal pour avoir détruit sa famille. Alors il change tout ce qui s'est passé. Plus tard dans la nuit, Jeanne rentre chez lui avec le casque de jeu et sans hésitation, il enfile le casque. Le casque se synchronise avec son cerveau et il se connecte bientôt avec conviction. Dans le menu d'entrée de gamme, il lui est demandé de choisir son pays. Fondamentalement, la conviction est divisée en 3 factions. La faction légitime de la Bonne Lumière se compose de l'Empire du Groenland et de l'Empire de Saturne. L'Empire du Groenland est un empire humain dirigé par un conseil d'anciens, et l'Empire de Saturne est une nation d'alliance tribale composée de nains, d'hommes bêtes et d'elfes. La faction sombre et légale du mal, quant à elle, se compose de la tribu des descendants de démons, une tribu de morts vivants sous la dictature d'un chef.
Quant aux gens épris de paix, ils peuvent choisir la tribu géante de la faction neutre et loyale. Après des années passées à broyer ce jeu à mort, Jean connaît parfaitement toutes les compétences et les quêtes de classe du voleur de vent. Il pense donc que choisir à nouveau le voleur lui permettra d'utiliser le plus grand avantage de revivre sa vie. Après avoir choisi la classe des voleurs, il doit naître dans l'empire du Groenland et on lui demande de nommer son personnage. Jean choisit son propre nom qui se traduit également par flamme Nirvana dans le jeu. Jan se retrouve bientôt à Carol City, la capitale de l'empire du Groenland. Jan vérifie ses statistiques qui sont encore assez faibles mais il ne s'inquiète pas puisqu'il sait tout. Jean attribue immédiatement les points qui lui ont été attribués et il les met en force et en agilité. Il se souvient que dans sa dernière vie, il avait mal attribué les points, ce qui lui avait coûté une grande partie de son temps de mise à niveau. Mais cette fois-ci, il est déterminé à ne pas s'engager dans une mauvaise voie. Au milieu de la ville se trouve le point de téléportation Carol qui peut téléporter quelqu'un vers diverses villes et villages. Près du point de téléportation se trouve un mec qui annonce ses superbes dagues qui ne coûtent que 2 pièces de cuivre. Jan se souvient que dans sa vie passée, il avait commis l'erreur d'acheter l'un des poignards avant de se rendre compte plus tard qu'il avait été victime d'une arnaque, mais il ne peut pas retomber dans le même piège puisqu'il se souvient de son fonctionnement. Jean se dirige ensuite vers un paladin de la garde impériale de niveau 3 qui vend un livre furtif pour 6 pièces de cuivre. La plupart des gens se détournent de ce mec, affirmant que 6 pièces de cuivre sont trop chères pour acheter un livre furtif. Mais Jean est plus intéressé par le livre. Il se dirige vers le mec pour lui demander le prix du livre. Apparemment, la furtivité est une compétence de base puissante pour les voleurs en début de partie, ce qui signifie qu'elle est très importante pour lui. D'après l'expérience de sa vie passée, il semble y avoir un coffre caché dans la zone des monstres sauvages de Tracktown. La compétence à l'intérieur de la boîte peut l'aider à accélérer considérablement son niveau. Puisqu'il s'agit d'une zone de monstres de niveau 5 et que la plupart des joueurs sont encore de niveau 2 à 3, personne n'aurait dû y aller pour l'instant. J'en fais alors un marché au mec lui disant de lui donner le livre gratuitement. Et en retour, il lui dira où cultiver plus d'une douzaine de compétences furtives en une seule journée. Le mec n'y croit pas et conclut que Jean essaie de l'arnaquer, mais Jeanne décide de faire ses preuves. Jean l'exhorte à se calmer tout en lui disant qu'il est presque sûr d'avoir obtenu les livres furtifs du chaman déchu à Linktown. Le mec est choqué quand il entend cela et il demande à Jeanne comment il le sait. Jeanne va de l'avant pour révéler les coordonnées exactes et cela surprend encore plus le mec. Il commence à se demander si c'est vrai, et il peut cultiver plus d'une douzaine de livres de compétences en une seule journée. Après avoir évalué la récompense, il décide de donner le livre à Jean, disant qu'il peut facilement en obtenir 3 autres plus tard. Et sans hésitation, il échange le livre avec Jean. Jean est impressionné par sa simplicité et pour cette raison, il lui indique les coordonnées exactes où il doit aller. Le mec assure à Jean qu'il s'y rendra tout de suite et Jean lui dit qu'il pourrait y acquérir la capacité de perception d'un oiseau de nuit, alors il ne devrait pas hésiter à lui en envoyer une. Le mec assure à Jean que tant que ses réclamations seront acceptées, il lui enverra les compétences par courrier une fois qu'elles seront abandonnées. Après le départ du mec, Jean décide également de se rendre en ville où il pourra ouvrir un coffre caché. En arrivant en ville, il absorbe le livre furtif pour l'apprendre. Il s'agit d'une compétence qui lui permet d'entrer dans un état de dissimulation de présence, le rendant plus difficile à détecter. Plus le niveau de l'ennemi est élevé, plus il est facile de découvrir sa présence. Après avoir appris la compétence, Jean active la furtivité et se précipite hors de la ville. Il se dirige directement vers la zone des chats sauvages où se trouvent des monstres chats allant du niveau 2 au niveau 5. Au sommet d'un arbre se trouve un coffre caché qui était la cible de Jean. Apparemment, les coffres du jeu vont du blanc, de l'argent, de l'or foncé au coffre légendaire. Plus le rang du coffre est élevé, meilleurs sont les objets qu'il contient. Il s'avère que les objets contenus dans un coffre sont réparés et qu'une fois que quelqu'un prend le coffre, il disparaît. Le coffre que Jean recherche est un coffre en argent, et même s'il se trouve dans une zone de niveau 5, ce qui est difficile à défier pour un niveau 0 comme lui, il est presque sûr qu'il ne perdra aucune expérience ni aucun équipement s'il meurt. Avant de se frayer un chemin plus loin dans la zone des monstres, Jan active la furtivité et se précipite devant les monstres. En parcourant les monstres, il sait qu'il doit être prudent car sa furtivité actuelle ne peut durer que 2 minutes, et compte tenu du fait que l'ouverture du coffre prend également un certain temps, il comprend que sa vitesse doit être excellente. En même temps, il ne peut pas se permettre de se rapprocher des chats monstres car il sera facile de le détecter. Après avoir fait de son mieux pour contourner les chats, il arrive finalement à l'endroit où se trouve le coffre et il fait de son mieux pour rester calme tout en ouvrant le coffre car sa furtivité peut se briser à tout moment. 27 secondes plus tard, le coffre s'ouvre et Jean saisit l'objet qui s'y trouve, qui est un livre de compétences, Vital Strike. Il s'avère qu'il s'agit d'une compétence qui confère plus de létalité lors de l'attaque des points vitaux d'un ennemi. Quant aux attributs de la compétence, lorsqu'il atteint un point vital, il inflige 150% de dégâts et le temps de recharge est de 30 secondes. Cependant, il est limité à certaines classes, comme les classes de voleur, de guerrier et de paladin.
Avec cela, Jean pense que son chemin vers le sommet est assuré. Jean est heureux d'avoir obtenu une telle compétence puisqu'elle peut être apprise au niveau 0, ce qui signifie que la difficulté de passer au niveau supérieur en début de partie sera réduite de moitié. Sans perdre de temps, il apprend la compétence et à ce moment-là, sa furtivité disparaît, ce qui alerte immédiatement les chats. Cependant, Jean s'en fiche et il plonge directement dans les mains du chat tout en le remerciant d'avoir gardé le coffre au trésor pour lui. Apparemment, une fois qu'un joueur meurt par conviction, il perdra son expérience et son équipement, mais comme il est actuellement un joueur de niveau 0 et ne porte que l'ensemble standard pour débutants, rien ne lui arrivera s'il meurt. Une fois qu'il atteint le sol, il est déchiré et il reçoit la notification de sa mort, ce qui lui fait laisser tomber une paire de gantelets standards pour débutants. Cependant, il est téléporté dans la ville la plus proche, Tracktown. Jeanne sourit en taquinant le jeu pour lui avoir offert une livraison express gratuite en ville. Avec le coup vital en main, Jeanne comprend qu'il est temps de commencer la deuxième phase de sa montée de niveau. Apparemment, la deuxième étape du plan nécessite 20 pièces de cuivre, mais chaque compte nouvellement créé ne démarre qu'avec 10 pièces de cuivre. Il doit donc d'abord gagner de l'argent. De ses souvenirs, il se souvient qu'il peut accepter une quête de PNJ cachée dans la ville. Jean se dirige ensuite vers un chasseur de PNJ pour accepter une quête visant à collecter des crânes de rats géants gris argentés. Après cela, il demande à un agriculteur d'accepter une quête visant à tuer 50 rats géants gris argentés. Après avoir accepté 2 quêtes successives, il déclencha la quête cachée auprès du pharmacien Or. Jean est content de lui car c'est un secret que lui seul connaît. Il accepte la quête cachée, consistant à collecter 21 queues de rats géantes gris argentées, et Jean se dirige immédiatement vers les rats. Il abat sans pitié les rats, et l'un d'eux laisse même tomber un objet, qui est une paire de protège-jambes en cuir résistant. Jean sourit parce qu'il peut simplement vendre les protège-jambes pour obtenir de l'argent frais. Après une heure passée à éliminer des rats géants de niveau 1, Jean termine enfin la quête des 3 PNJ. Il gagne 34 pièces de cuivre et 3 potions de récupération instantanée de base. Jean est époustouflé car il ne s'attendait pas à ce que la quête cachée donne des récompenses massives comme les potions de récupération instantanée. Sans perdre de temps, il référence les protège-jambes sur le marché des enchères. Après cela, il décide de se rendre au magasin d'armes et il est accueilli avec plaisir par le vendeur du magasin qui lui demande s'il a besoin de quelque chose. Jean dit au préposé qu'il faut une arbalète utilisable au niveau 0 et possédant 3 points d'attaque ou plus avec une portée de 12 points ou plus. Il ajoute que le prix ne doit pas dépasser 40 pièces de cuivre et le mec sort immédiatement la meilleure arbalète qu'il possède, capable de tirer rapidement. L'arbalète est dotée d'un effet triple tir plus 5 points d'attaque. Bien que la cadence de tir ne soit que de 8, l'effet de tir rapide permet à la cadence de tir de grimper jusqu'à 15 points. La portée est également de 30 mètres et le prix est de 35 pièces de cuivre. Sans discuter, Jean accepte de prendre l'arbalète et il demande au préposé de lui donner 9 carquois de carreaux d'arbalète de qualité inférieure avec 1000 flèches par carquois. Au final, il dépense 44 pièces de cuivre et une fois la transaction conclue, il quitte le magasin en laissant un grand sourire sur le visage du vendeur. Une fois qu'il a acheté ses objets, Jean pense qu'il est temps de se diriger vers la zone des monstres bisons et il s'avère que les monstres bisons sont des monstres de niveau 8. Même le mec classé premier au classement ne peut pas affronter les bisons, sans parler du leader encore plus fort parmi les monstres bisons. Apparemment, chaque leader est un monstre rare dans le jeu. Cependant, avec les souvenirs de sa vie passée, Jean est confiant dans sa capacité à tuer le chef des bisons, même avec l'écart de niveau. Quelques instants plus tard, Jean arrive dans la zone des monstres bisons et atterrit sur une falaise. Il se place entre une falaise, ce qui est exactement l'endroit qu'il souhaite. Il localise immédiatement le chef bison qui possède 300 points de vie. Heureusement, la distance est parfaitement à portée de l'arbalète. Jean n'hésite pas et tire 3 coups de feu sur le chef des bisons. 2 des carreaux manquent, mais un touche et cela retire un HP à la santé du bison. La santé du bison tombe à 299, mais Jean a réussi à le rendre fou. Jean se rend compte qu'il ne peut infliger qu'un seul dégât par coup grâce à l'écart de niveau entre lui et le bison. Cependant, il n'est pas inquiet car il a apporté 9000 carreaux d'arbalète pour pouvoir broyer le bison à mort. Jean continue de tirer sur le bison, ratant certains de ses tirs tandis que d'autres touchent juste. Le bison charge avec colère à l'emplacement de Yann et essaie d'atteindre Yann mais il échoue. Il commence à se cogner la tête contre le rocher, mais Yann continue de lui tirer dessus tout en le poussant à abandonner car l'endroit où il se trouve actuellement est un terrain bug qui sera confirmé plus tard dans le futur, donc le bison n'a aucun moyen de l'attaquer. 3 heures plus tard, Jean a épuisé 4000 flèches et le bison reste debout même s'il est sur le point de mourir. Jean n'abandonne pas et il tire d'autres coups de feu pour finalement tuer le bison. Grâce à cela, il obtient plus de 8000 points d'expérience et passe au niveau 2. Jean est impressionné par la quantité de points d'expérience qui lui ont été attribués. Preuve que tuer des monstres au-dessus de son niveau donne beaucoup d'expérience. Jean se dirige ensuite vers l'endroit où il a tué le bison pour voir ce qu'il a laissé tomber et après l'avoir évalué, il se rend compte qu'il s'agit d'un poignard de qualité bronze.
Il obtient également 5 pièces de cuivre, mais il ne peut pas visualiser les attributs du poignard. Il s'avère que l'équipement du jeu est divisé en équipement de tableau blanc, grade bronze, grade argent, grade or et grade légendaire, parce que le nombre de monstres rares comme le grade de leader, le sous-élite, l'élite et le grade de seigneur dans le jeu est extrêmement faible. Seulement environ 1 sur 1000 laisse tomber un équipement avec des attributs, ce qui rend chaque pièce très précieuse. Pour les armes de qualité bronze, elles ont une attaque environ 20% plus élevée que les armes ordinaires et elles portent un attribut supplémentaire. J'en comprends que le chef des bisons aurait dû laisser tomber son équipement de niveau 5, ce qui signifie que le prix du poignard en bronze est d'au moins 3 pièces d'argent ou plus. Néanmoins, il sait qu'il lui reste encore à l'identifier pour en percevoir d'abord les caractéristiques spécifiques. À ce moment-là, il reçoit une notification lui indiquant que les protège-jambes qu'il a mis en vente ont été vendus pour 8 pièces de cuivre. De plus, le mec de tout à l'heure qui lui a donné le livre d'infiltration Flying Stone demande une audience avec lui. John accepte de lui parler et le mec crie d'excitation, expliquant à quel point Jean avait raison parce que lorsqu'il s'est rendu aux coordonnées qu'il a fournies, c'était exactement comme il l'avait dit. Il révèle que 2 livres furtifs ont déjà été abandonnés et que sa vitesse de mise à niveau est 2 fois moins rapide qu'auparavant. Le mec demande à Jean s'il n'est pas trop généreux avec les informations qu'il lui a données et Jean lui dit de ne pas trop y réfléchir. Il lui rappelle de lui envoyer une copie de la compétence de perception de l'oiseau de nuit lorsqu'elle tombe et le mec lui assure qu'il le fera dès qu'elle tombera. Il demande ensuite à Jean comment il est au courant de tout cela et Jean répond qu'il a déjà utilisé un compte, l'a supprimé puis l'a relancé en tant que voleur. Le mec est époustouflé par cela et il conclut que le récit précédent de Jean devait au moins être de niveau expert. Le mec demande ensuite à John s'il a géré le donjon du Shaman Camp tombé dans son compte précédent parce que son équipe a essayé de gérer le donjon à plusieurs reprises, mais a été très durement détruite. En fait, ils ont presque perdu tous leurs points d'expérience et leur équipement. Jean accepte de lui apprendre, mais lui fait savoir que le prix complet de la stratégie est de 2 pièces d'argent, ce qui n'est pas négociable. Le mec est obligé de demander à nouveau si Jean est sérieux et s'il y a une promenade dans le donjon, et Jean dit oui. Flying Stone s'illumine de joie, assurant à Jean qu'il va convaincre leur capitaine de payer les 2 pièces d'argent. Après la rencontre avec Flying Stone, Jan se dirige vers Tracktown pour identifier le poignard qu'il a obtenu. Il se dirige vers un évaluateur qui lui demande ce qu'il doit identifier, et Jean lui montre le poignard. L'évaluateur dit à Jean que cela lui coûtera 10 pièces de cuivre, ce qui choque Jean. Fondamentalement, les frais d'identification des PNJ dans le jeu sont généralement de 5% du prix de recyclage de l'objet et le prix du marché est généralement 6 fois plus élevé que cela. Cela signifie essentiellement que le poignard en bronze vaut au moins 12 pièces d'argent. Et curieux de savoir ce que contient le poignard, Jean dit à l'évaluateur d'aller de l'avant. L'évaluateur fait son travail et les statistiques du poignard sont affichées. C'est un poignard en bronze avec 18 points d'attaque. Cependant, il ne peut être utilisé que par un voleur et pour l'améliorer, il possède 5 points supplémentaires à sa force. À partir de ses seuls attributs de base, l'arme a une attaque près de 10 points plus élevée que n'importe quel poignard ordinaire et l'écart est suffisant pour mettre son moi actuel dans une position invincible. Après une évaluation rapide, Jean découvre qu'il possède désormais les armes et qu'il a également obtenu un coup vital et de la santé. Cependant, il lui faut encore la capacité qui lui permettra de durer au combat, car en tant que voleur, si l'on veut posséder une puissance de combat durable, on choisit souvent entre les compétences en pharmacie et en bandage. De plus, les potions de santé et les élixirs sont très importants au combat, car ils permettent de récupérer rapidement de la puissance de combat, mais l'inconvénient est qu'ils sont chers. Bien que Jean ne se soucie pas de l'argent, grâce à son expérience, il sait comment gagner de l'argent. Pour cette raison, il pense qu'apprendre les techniques de bandage de combat lui convient mieux. Jean se rend ensuite au magasin de médecine pour acheter 2 potions de respiration sous-marine de base. En effet, Jean a conclu que la première chose qu'il devait faire était d'apprendre la technique du bandage de combat. Après avoir acheté les potions, John se dirige vers Rando Lake. Il active sa compétence de furtivité lorsqu'il parcourt le terrain car certains joueurs s'y livrent actuellement. Il arrive bientôt au village des hommes poissons, mais il doit traverser le village pour atteindre le lac Rando. Comme il n'a pas 1000 personnes pour l'aider à nettoyer le village, Jean comprend que la seule façon d'avancer est d'utiliser la furtivité. À ce moment-là, il reçoit une notification à l'écran qui est une annonce générale de la guilde du retour victorieux. Ils informent tout le monde qu'ils sont sur le point de nettoyer le champ près du village des hommes poissons et que quiconque s'y trouve doit partir volontairement. En entendant ce nom, Jean se souvient de sa vie passée. Apparemment, c'est une guilde qui agit avec beaucoup d'arrogance en s'appuyant sur son pouvoir pour intimider les joueurs solo et John se retrouve bientôt à les fuir pendant des mois. Cette fois-ci, il compte régler ses comptes lentement. En attendant, il active la compétence furtivité. Jean se précipite à travers le village et juste au moment où il parvient à traverser le village, sa furtivité prend fin lorsqu'il entre dans le champ qui mène au lac. Il se retrouve bientôt attaqué par un mage élémentaire qui lui lance une boule de feu.
Le mec vient de la guilde victorieuse et il dit à Jean de quitter la zone car les joueurs solo ne sont pas autorisés. Après avoir évalué la situation, Jean se rend compte qu'il peut réellement affronter le mec puisqu'il est seul. Pour combattre un mage, il n'a d'autre choix que de se battre au corps à corps avec lui et c'est ce que fait Jean au lieu de courir. En capitalisant sur les 2 secondes que le mage va utiliser pour enchanter l'éclat de flamme, Jean parvient à réduire la distance. Il enfonce son poignard dans la poitrine du mec, supprimant immédiatement 23 HP de sa barre de santé. Cela pousse le mage en arrière et il crie après Jean en lui disant qu'il cherche la mort parce que la zone a été reprise par leur guilde. Le mec déclenche un anneau de feu qui affecte Jean mais Jean ne recule pas alors qu'il avale une potion de récupération instantanée de base. Cela lui donne la possibilité de charger plus près et il lance une autre attaque qui supprime 36 points de vie. À ce stade, le mage est déjà en train de perdre la tête et il déclenche une puissante explosion pour tenter de faire reculer Yann. L'attaque frappe Yann, le faisant reculer tandis que le mage se moque de lui disant qu'il n'est qu'un voleur de niveau 2. Il comprend que tout ce dont il a besoin, c'est d'une boule de feu pour éliminer Jean et il est convaincu qu'il y parviendra. Alors qu'il s'apprête à faire cuire sa boule de feu, Jeanne l'atteint en un clin d'œil, déclenchant le coup vital pour lui trancher le cou. L'attaque est si rapide que le mage se demande comment Jean a pu le vaincre, car il n'est qu'un voleur de niveau 2 qui aurait dû mourir après avoir été touché par sa boule de feu. Jean sourit au mec pour l'énerver encore plus et quand il se rend compte que Jean a utilisé une potion de récupération instantanée, il est obligé de demander à Jeanne comment il a mis la main sur l'argent pour acheter des potions, alors qu'il n'est qu'un voleur solo de niveau 2. Jeanne le nargue, lui disant d'essayer de trouver des réponses à ces questions stupides lorsqu'il ressuscitera enfin en ville. Le mec est ensuite téléporté en ville et laisse tomber son bâton de bronze qui vaut au moins 10 pièces de cuivre. Jean comprend également qu'il ne peut pas rester trop longtemps sur le terrain car la guilde victorieuse sera bientôt sur lui. Comme il l'avait prédit, les autres membres de la guilde découvrent bientôt que leur membre est mort au bord du lac. Sans perdre de temps, il se précipite vers le lac avec Jean en vue. L'un d'eux se jette sur Jean avec son épée à 2 mains dans le but de l'abattre d'un seul coup, mais Jean s'écarte à la dernière seconde. Même l'attaquant est choqué par la vitesse à laquelle Jeanne est, et alors qu'il se rapproche du lac, Jean avale la potion de respiration sous-marine. Le mec le plus proche de Jean comprend qu'il essaie de s'échapper dans le lac et il ordonne à ses hommes d'arrêter Jean avec tout ce qu'ils ont. Ils mettent tout ce qu'ils ont pour poursuivre Jean, mais la survie de Jean dépend de sa fuite et il n'est pas prêt de rester les bras croisés pour qu'il l'attrape. Jean est capable de sauter dans le lac avant de pouvoir l'attraper et comme ils n'ont pas de potion de respiration sous-marine, ils ne peuvent que le regarder s'échapper. Depuis que le membre vaincu a répondu, il lui demande quel est le nom de Jean, et c'est lui qui révèle qu'il s'agit de la flamme du Nirvana. Le chef de la guilde menace de déchirer Jean la prochaine fois qu'il l'attrapera. Jean, quant à lui, progresse toujours sous l'eau, et il trouve bientôt un coffre au trésor qui se trouve dans le lac. Il l'ouvre et obtient une perle hydrofuge pour homme-poisson, un objet spécial associé à la respiration sous-marine. Une fois la compétence activée, elle permet de respirer sous l'eau pendant 30 minutes, mais a un temps de récupération de 12 heures. Même si l'objet n'est pas rare, Jean n'hésite pas à le prendre car il est utile pour lui-même actuel. Soudain, des tridents dorés se mettent à voler vers lui, et c'est alors qu'il se rend compte qu'il est sur le point de s'égarer dans l'antre du pêcheur. Il change rapidement de trajectoire car il sait qu'il n'est pas de taille face au pêcheur sous l'eau. Grâce au retour victorieux de la guilde qui a engagé le pêcheur, Jean peut sortir sain et sauf. Quelques instants plus tard, il découvre l'île du lac Hart, qui est son emplacement prévu. Au moment où il sort la tête de l'eau, il regarde devant lui et voit au loin une fille aux cheveux roses. Il s'avère qu'il sait qui elle est. Elle s'appelle Gio et elle était sa coéquipière mage sacrée de sa vie passée. Yann ne s'attendait pas à la rencontrer au bord du lac après sa renaissance et il s'avère que beaucoup de choses se sont passées entre les deux dans sa vie passée. Depuis qu'il l'a rencontrée à nouveau, Yann pense que c'est le destin après tout. Au moment où Yao aperçoit Yann, la peur la saisit car elle fuit actuellement 3 monstres. Et si Yann décide de l'attaquer à ce moment-là, elle ne pourra pas se défendre. À ce moment-là, Yann saute hors de l'eau pour attaquer l'un des monstres, donnant à Yao la chance d'affronter l'autre. En fin de compte, ils parviennent à vaincre les 3 monstres et après avoir nagé hors de l'eau, Yao remercie Yann pour son aide. Yao lui assure que c'est un plaisir de l'avoir aidé et il se présente à elle. Yao est choquée lorsqu'elle entend ce nom et elle se demande si c'est le même mec qu'elle connaît à l'extérieur. Yao se présente également avec elle dans le nom du jeu qui est Cha-Cha et elle demande à ajouter Yao comme ami. Jeanne n'hésite pas avant d'accepter et il demande à Jeanne ce qu'elle fait à Lake Heart Island. Jeanne révèle qu'elle a pour quête de broyer des araignées d'eau et de collecter également des sacs d'eau. Jean révèle qu'il est également là pour broyer les araignées d'eau mais qu'il doit collecter de la soie fine. Jean demande s'ils devraient faire équipe et elle accepte, révélant qu'elle a avec elle de la soie qui est tombée des araignées d'eau qu'elle vient de tuer. Elle dit à Jean qu'elle peut lui donner les soies en récompense. Jeanne obtient la soie, qui est au nombre de 12 et équivaut à 36 pièces de cuivre. Yao dit que cela ne la dérange pas car elle aurait perdu beaucoup si elle était morte, donc 36 pièces de cuivre ne sont rien pour elle. De plus, elle n'a pas besoin de la soie car sa mission ne tourne pas autour de ça, ce qui veut dire qu'elle va lui être inutile.
À ce moment-là, le chef de l'araignée d'eau apparaît, provoquant la panique de Yao. Yan forme immédiatement un groupe avec Yao avant de se jeter sur l'araignée, délivrant une attaque alimentée par la compétence de frappe vitale. Cela supprime 52 points de vie et Yao le soutient avec sa compétence de jugement sacré. Jean supprime en outre 70 points de l'araignée et Jean dit immédiatement à la fille de sauter. Jeanne sort son arbalète, disant à Yao qu'il va attirer l'attention de l'araignée afin qu'elle puisse avoir la chance d'infliger des dégâts à l'araignée. Jeanne tire 3 carreaux sur l'araignée, ce qui enlève en moyenne 30 points chacun au point de vie du monstre. Le pouvoir sacré de Yao frappe l'araignée, infligeant des dégâts qui finissent par réduire les PV du monstre, le tuant ainsi. Après avoir tué le monstre, Yao a été sous le choc car tout le processus avec Yan s'est déroulé sans heurts. Même si le chef des monstres était assez puissant, ils ont pu facilement l'éliminer et Yao se rend compte que c'est la première fois qu'elle rencontre une telle situation. Elle se rend compte qu'ils s'étaient battus sans heurts, comme s'ils étaient ensemble dans le même parti depuis longtemps. Jean remarque qu'elle est emportée et il lui demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle répond que tout va bien. Cependant, elle fait savoir à Jean qu'il est plutôt bon, ce qui la laisse se demander pourquoi il écrase des monstres seul. Jean répond qu'il est déjà habitué à broyer des monstres seul et Yao lui propose immédiatement une idée puisqu'il est seul. Elle lui dit que leur groupe prépare une promenade dans la forêt 30 de Tracktown et elle veut savoir si Yao est intéressé à se joindre à lui. Yao demande ensuite à Yao combien de guerriers boucliers son équipe possède, y compris la quantité de défense et de HP. Jean mentionne qu'une forêt d'arbres est un donjon de niveau 3 et que le boss Tranking est un monstre de sous-élite, ce qui signifie que si les guerriers boucliers manquent de défense, nettoyer le donjon va être difficile. Yao révèle qu'ils ont 2 guerriers boucliers et que leur défense est de 53, tandis que leurs PV sont de 230. Yan lui fait savoir que cela ne suffit pas car le roi des Tréants a 2% de chance d'infliger un coup critique, donc si la défense d'un guerrier bouclier n'est pas de 60 points, il peut facilement être abattu d'un seul coup. De plus, la guérison du prêtre doit augmenter. Yao est choquée lorsqu'elle apprend que le roi Tran inflige des coups critiques parce que c'est la première fois qu'elle entend cela. Elle est tellement époustouflée qu'elle demande à Jean comment il sait tout cela. Yao révèle alors que son équipe se prépare depuis plusieurs jours. Elle ne peut donc pas abandonner à mi-chemin. Yao mentionne que pour amener la défense à 60 points, ils devront se procurer au moins une pièce d'équipement de défense en bronze, ce qui est assez difficile. Jean lui dit alors qu'il existe une autre issue, le laisser prendre le commandement de son équipe. Yao est choquée d'entendre cela et elle dit à Jean qu'elle ne doute pas de sa force, mais qu'il lui sera difficile de convaincre tous les membres de son équipe. Néanmoins, elle assure à Yan qu'elle fera de son mieux et après cela, il décide de vérifier le butin que le boss monstre a laissé tomber. Yao choque ensuite Yan en utilisant sa compétence d'évaluation et le premier ensemble d'équipements qu'ils évaluent est l'équipement d'un mage, alors Yan le lui donne. Yao lui demande ce qu'il va prendre et il répond que le patron a laissé tomber un livre de compétences de voleur appelé Assassiner. Donc il va prendre ceci ainsi que la soie fine. Yao est heureuse que Jean ait également reçu quelque chose de sympa. Elle n'aura donc pas à se retenir de prendre le butin qu'il lui a donné. À ce moment-là, le jeu informe les joueurs de se déconnecter car le jeu fermera ses serveurs dans 3 minutes. Cela oblige les deux à faire leurs adieux et quelques instants plus tard, Jean ouvre les yeux dans sa chambre. Il se rend compte que c'est déjà le matin du 2e jour. Même s'il ne s'est pas stabilisé à ce moment-là, Jean comprend qu'il doit exercer son corps. De plus, Tsao aura beaucoup de gardes du corps autour de lui. Il ne peut donc pas se permettre d'être dans une position vulnérable. Jan sort et perd sa concentration, ce qui lui coûte presque la vie, alors que Truck-kun lui accorde presque une autre renaissance. À ce moment-là, la fille aux cheveux roses, Xiao, se précipite pour voir Yan. Xiao le tire, le réprimandant pour avoir agi de manière si imprudente, ce qui l'a fait commencer à saigner. Elle dit à Yan d'attendre pendant qu'elle reçoit les premiers soins de sa voiture. Il s'avère que Jie Yao est le collègue de Yan et aussi son plus grand regret de sa vie passée. En raison de sa faible personnalité, il était incapable d'exprimer ses sentiments à Jie Yao. En fin de compte, elle a été prise pour cible par Tao après avoir découvert qu'ils étaient points proches, ce qui lui a valu une grave maladie mentale. Après avoir appliqué les premiers soins, Xiao réprimande Yan, lui disant d'arrêter d'être imprudent, mais Yan ne peut pas arrêter de regarder son beau visage. Xiao montait bientôt dans sa voiture pour partir, mais en entrant dans sa voiture, elle commence à se demander si Yan est la flamme du Nirvana qu'elle a rencontrée dans le jeu. Cela révèle que Jie Yao est Cha-Cha dans le jeu, mais elle ne veut pas encore croire que Yan est la même personne que la flamme du Nirvana. D'un autre côté, voir Yao rend Yan heureux, mais il sait qu'il doit être prêt, sinon Tsao détruira tout ce qui lui est cher. Il comprend qu'il doit devenir vraiment bon dans ce jeu, ce qui est le seul moyen pour lui de changer son destin antérieur. À ce moment-là, il reçoit un appel d'un mec nommé Tang Yao, qui crie après Yan pour avoir disparu pendant 2 jours. Yan parvient à se préparer avant de répondre pleinement à l'appel, révélant à quel point il est heureux que Tang soit toujours en vie.
Il s'avère que Tang c'est le meilleur ami de Yang, et dans son passé lorsqu'il est tombé dans l'abîme, c'est Tang qui a risqué d'être détecté par Cao pour le soutenir afin de lui faciliter la vie. Cependant Tang aime les femmes et dans sa vie passée, il s'est battu avec quelqu'un dans un bar pour cause de jalousie, ce qui a provoqué un gros coup avec une puissance monstrueuse, ce qui a fait que Tang a été battu à mort et jeté dans une ruelle sombre. Cependant dans cette vie, Yan n'a pas l'intention de permettre que cela se répète. Quelques instants plus tard, Tang et Yan se retrouvent et Tang le serre fort dans ses bras comme son petit ami. Il demande à Yan s'il joue au nouveau jeu et Yan révèle qu'il est actuellement au niveau 2. Tang le félicite, lui disant qu'il a pu s'élever rapidement et il suggère qu'il se dirige vers le PK tout en révélant qu'il est un mage arcanique de niveau 3. Apparemment, le bar PK est un club de divertissement où les joueurs peuvent utiliser leur propre personnage pour participer à des éliminations compétitives de joueurs. Cependant, ce type de joueur tué n'affecte pas la progression du jeu. Néanmoins, il est toujours accompagné d'éléments tels que des paris, qui tournent généralement autour d'une ou deux pièces d'équipement du jeu. Pour aggraver les choses, Tang adore jouer, mais il perd toujours. En entrant dans le bar, il tombe sur une grande gueule, Wei Kai, qui taquine Tang lui demandant s'il est là pour lui donner à nouveau de l'argent gratuit. Il est surpris que Yan escorte également Tang et il se moque de Yan, lui demandant s'il n'a pas reçu suffisamment de punitions la dernière fois. Tang assure à Yan qu'il n'a rien à craindre tant qu'il est là, mais Yan ne bouge même pas. Wei le remarque également et il commence à se demander ce qui a changé à l'intérieur de Yan parce qu'il a l'air si calme. Sans perdre de temps, Tang leur dit de participer au jeu et il leur suggère de miser 200 par tour. Wei est d'accord et ils mettent tous les deux leur casque pour s'engager dans la bataille. Yan découvre que Wei est un berserker de niveau 3 qui a appris la charge, ce qui signifie que tout cela est un désavantage pour Yan. Comme si cela ne suffisait pas, le terrain de la bataille est un terrain plat, ce qui signifie que Wei ne pourra pas esquiver. Yan conclut immédiatement que son ami va perdre la bataille. Et à ce moment-là, l'un des laquais de Wei, Shifang, suggère qu'ils ont aussi leur propre bataille. Yan réfléchit une minute avant d'accepter, et il fait savoir au mec qu'il ne jouera qu'un seul tour, mais qu'il veut un pari énorme. Cela énerve le mec qui crie après Yan en lui disant qu'il va lui donner une leçon d'arrogance. Comme il en a 700 avec lui, le mec leur propose de miser 700. Quelques instants plus tard, les deux se connectent pour s'affronter. Le lieu du combat est la forêt de bambou, et Yan le choque en activant la furtivité. Avant qu'il ne s'en rende compte, Yan disparaît hors de sa vue, mais au lieu de se figer, Shifeng se met en position défensive en attendant que Yan fasse une erreur. Avant qu'il ne s'en rende compte, Yan apparaît au-dessus de lui et sans avoir le temps de réagir, il se fait couper le cou, ce qui supprime immédiatement 40 HP. Feng balance frénétiquement son épée en réaction à cela tout en se demandant comment Yan a pu apparaître derrière lui. La frappe de Feng manquant la cible, il se laisse ouvert et Yan l'achève avec la compétence de frappe vitale. Ceux qui regardent de l'extérieur sont choqués de voir Feng perdre si rapidement face à Yan. Yan de son côté n'a même rien ressenti du match car il considère que jouer contre un rangé de niveau 2 est une véritable intimidation. Feng de son côté se demande comment Yan l'a dépassé si rapidement pour réaliser un kill d'un seul coup qui a tout mis fin assez rapidement. Feng commence à se demander quand Yan est devenu si décisif parce qu'il se souvient de Yan comme de l'enfant soumis qu'ils ont battu à leur satisfaction. D'un autre côté, Tang a perdu 2 fois contre Wei, mais Yan n'est pas surpris. Tang dit qu'il a perdu parce que Wei avait obtenu une aura anti-magique, mais Yan lui fait savoir qu'elle n'est pas aussi puissante qu'il le pense. Il lui dit que tant qu'il chronomètre correctement la libération de la magie, combattre un berserker est assez simple. Tang est d'accord avec lui, mais il est surpris de voir tout ce qu'il sait. Alors qu'il est occupé à demander à Yan où il a appris ses nouvelles connaissances, Yan sort une liasse de billets pour se montrer. Feng est énervé quand il voit cela, et il crie après Yan, lui demandant pourquoi il est si arrogant à propos de tout cela. Il se précipite vers Yan dans le but de lui donner un coup de poing à la tête pour lui donner une leçon, mais Yan attrape facilement son bras et l'écrase très fort au sol. Il s'avère que Yan a suivi un peu d'entraînement dans sa vie passée, afin de pouvoir facilement s'occuper de Cao. Tang est choqué alors qu'il regarde ses amis frapper Feng au sol comme si de rien n'était. À ce stade, les autres laquais commencent à craindre que Yan ne les batte s'il se trompe. Wei remarque également que Yan est désormais une personne différente d'avant. Les autres veulent se précipiter mais Wei les arrête. Wei lui demande comment il a pu battre Feng, et Yan révèle qu'ils n'ont joué qu'un petit tour, mais qu'il était assez faible. Wei demande alors à Yan s'il est intéressé à jouer avec lui et Yan répond qu'il le peut mais il ne le fera pas si les enjeux sont trop faibles. Wei répond qu'il est prêt à parier 1000 $ et qu'il veut qu'il fasse 3 tours au total. Tang proteste contre cette décision, rappelant à Wei qu'il est un berserker de niveau 3 tandis que Yan est un voleur de niveau 2. Cependant Yan intervient, disant à Wei qu'il n'accepterait de jouer avec lui que pour 3000 par tour. Wei est d'accord avec cela parce qu'il ne croit pas que Yan ait ce qu'il faut pour bouleverser le ciel. Tang de son côté a peur que Yan se perde et il lui demande également s'il a 3000 à parier.
Yan dit qu'il ne l'a pas, c'est pourquoi il veut que Tang le lui prête. Tang n'hésite pas avant de prêter de l'argent à son ami et une fois que tout est réglé, ils entrent dans le jeu. Ils se retrouvent dans un terrain plat et Tang panique parce que cela va désavantager Yan puisqu'il est un voleur et qu'il devrait se cacher. Wei dit à Jean qu'il est prêt à accepter un changement de terrain s'il pense que celui-ci n'est pas favorable, mais Jean lui dit que tout va bien. Jeanne dit à Wei que la prairie va bien et sans plus tarder, il active la furtivité. Jeanne disparaît, laissant Wei essayer de savoir où il se trouve. En se déplaçant, Jean comprend que l'herbe exposera sa position et Wei pourra juger son mouvement en fonction de l'herbe. Pour éviter cela, Jean comprend qu'il devrait recourir à une force extérieure. Quant à la force extérieure qu'il va utiliser, Yan choisit le vent et à mesure qu'il se déplace, le vent perturbe son chemin, ce qui rend difficile son apparition sur l'herbe. Wei traquait déjà Yan jusqu'à ce que cela se produise et il l'a finalement perdu. Pour empêcher Jeanne de s'approcher, il balance frénétiquement son épée mais il ne touche rien. Wei commence à transpirer parce que c'est la première fois qu'il affronte un voleur qui utilise la compétence furtive à un tel niveau d'expert. Soudain le vent s'est arrêté et à ce moment-là Yan était déjà derrière Wei, mais il a décidé qu'il allait attendre que le vent revienne avant d'agir. Dans le même temps, Wei découvre que Yan avance lentement en mode furtif pour éviter toute faille dans son plan. Selon les calculs de Wei, il pense que Yan est actuellement devant lui, mais il découvre bientôt à quel point il se trompe lorsque Yan le frappe par derrière, supprimant 35 HP sur ses 165 HP. Wei crie de frustration et il balance avec colère sa grande épée pour éloigner Yan. Yan est capable de sauter pour éviter d'être touché tandis que Wei se demande quand Yan est apparu dans son dos. Wei recourt alors à une approche plus énergique en déclenchant une attaque éclair qui frappe Yan, réduisant ses PV de 9 points. Cependant, Yan ne s'inquiète pas car il pense déjà à la prochaine étape. Il sait que les deux compétences que Wei vient d'utiliser lui feront avoir une animation de backswing d'environ 1 seconde, ce qui lui suffit pour se frayer un chemin vers la victoire. Yan se précipite ensuite vers Wei avant de pouvoir lever son épée du sol, et il donne un coup fatal à la poitrine de Wei pour lui retirer 96 points tandis que ceux qui regardent restent bouche bée. Avec seulement 34 points restants, Wei lance frénétiquement un coup de flamme, parfaitement dirigé vers le cou de Yan pour tenter de l'achever une fois pour toutes. Quand Tang voit cela, il panique de peur car il sait que son ami est fichu s'il est frappé par la flamme. Yan sait également que Wei essaie de lui retirer son avantage au corps à corps en utilisant le coup de flamme. Mais Yan n'est pas inquiet car il serait toujours en vie même s'il était touché par l'attaque puisque ses PV sont toujours élevés. Yan décide de rester fort et reçoit le coup comme ça, supprimant plus de 50 points de ses points de vie. Cela énerve Wei, et il crie après Yan en lui demandant quelle audace il a pour avoir utilisé son talent. Wei devient agressif et se jette sur Yan avec une compétence de charge, ce qui laisse Tang effrayé car s'il est touché, il sera étourdi. À ce stade, les laquais de Wei sourient déjà, croyant que le combat est terminé. Cependant, Yan esquive la frappe avec son agilité folle, et avec Wei assez ouvert, Yan profite de l'occasion pour s'abattre sur lui, délivrant une frappe fatale qui épuise complètement ses points de vie. Yan a également été touché mais cela ne le dérangeait pas puisqu'il a frappé le premier et a atteint son objectif qui est d'éliminer Wei. Yan remporte le match et les hommes de Wei se prennent la tête sous le choc tandis que Tang sursaute de joie. Les hommes de Wei n'arrivent pas à croire que leur patron vient de perdre et ils sont encore plus choqués que Yan connaisse si bien la compétence Berserker. Wei enlève le casque de jeu en réalisant de manière choquante qu'il a réellement perdu. Tang se précipite vers son ami pour célébrer avec lui qu'il a gagné même en tant que voleur de niveau 2. Yan essaie de rester humble, disant que c'était de la chance, et Tang lui demande de lui apprendre à jouer un mage arcanique car il semble qu'il en sait beaucoup sur le jeu. Yan accepte d'enseigner au mec tout ce qu'il sait, et alors que Wei s'approche d'eux, Tang lui demande s'il n'est pas prêt à admettre sa défaite, mais Wei leur assure qu'il va subir la défaite. En fait, Wei fait savoir à Yan et Tang qu'ils pourront venir dans son bar à l'avenir pour sortir. Après cela, Wei dit à ses hommes qu'il est temps pour eux de partir et l'un de ses hommes lui demande pourquoi il est si poli envers Yan. Wei répond qu'il doit être capable de regarder vers l'avenir et avec la façon dont il le voit, Yan est maintenant une personne changée. Il serait donc préférable qu'il se lie d'amitié avec lui à cause de l'avenir. Yan dit alors à Tang de le suivre, promettant de lui acheter des choses depuis qu'il a gagné. De plus, il promet de lui parler du mage arcanique cette nuit-là. Lorsque Yan rentre chez lui, il se livre à une série d'exercices pour entraîner son corps, montrant à quel point il est excité. Une fois qu'il a fini de s'entraîner, il comprend qu'il est temps d'entrer dans le jeu. Il se souvient qu'il a encore une mission avec l'équipe de Yao, ce qu'il avait promis plus tôt. Au moment où il entre dans le jeu, il reçoit une notification lui indiquant qu'Ezi demande à l'ajouter comme ami. De plus, Flying Stone a déposé une pièce d'argent pour le remercier de sa traversée car ils avaient pu nettoyer le camp de chaman tombé. Sachant à quel point Jan est efficace, le mec demande déjà un autre tutoriel. Jan découvre qu'Ezi est Tang, et comme il est déjà dans le jeu, il envisage de l'emmener avec lui pour gérer l'arbre dans la forêt. Cependant, il n'a pas l'intention de vendre la nouvelle promenade à travers laquelle Flying Stone vient de demander, car cela ne ferait qu'éveiller les soupçons. Il se rend compte qu'il serait préférable d'attendre que l'équipe de Flying Stone échoue à plusieurs reprises, puis d'attendre un bon prix pour le vendre. Jan décide que la première chose qu'il va faire est de régler la quête cachée.
Il se dirige ensuite vers le médecin qui lui demande combien de soies il a collecté et il répond qu'il en a 30. Le médecin le remercie de sa générosité et décide de lui apprendre un métier en lui offrant en échange 30 fines soies. On demande à Jean s'il souhaite apprendre la compétence intermédiaire de bandage de combat et Jean accepte sans hésitation car c'est exactement pourquoi il s'est lancé dans la quête cachée. Jean apprend immédiatement la compétence qui nécessite 10 soies et il semble que chaque bandage de combat peut restaurer 20 HP. L'action de compétence dure également 10 secondes et peut être interrompue au bout de 3 secondes. Il peut également être utilisé sur les coéquipiers. Après avoir appris la compétence, on lui dit qu'il reste encore un taux de réussite de 80% pour la quête cachée. Jean est choqué quand il voit que la quête ne représente que 20% et il se demande s'il s'agit d'une demande en chaîne. Le médecin lui dit qu'il a encore besoin de soies et c'est alors que Jean confirme qu'il s'agit d'une demande en chaîne. À ce moment-là, Yao lui tend la main lui disant qu'ils sont déjà rassemblés et qu'ils attendent. Yan lui assure qu'il arrive et il se dirige vers le point de téléportation de Tracktown où Tang attend. Tang attend depuis un certain temps jusqu'à ce que Yan apparaisse derrière lui et il dit à Tang qu'il l'emmène écraser le roi des Tréants. Quelques instants plus tard, il retrouve l'équipe de Yao et le chef d'équipe Yulan est également présent. Tang est époustouflé par les deux belles dames qui viennent d'apparaître, entraînant finalement son véritable personnage dans le jeu. Yao dit à Yuan qu'elle a passé beaucoup de temps à essayer de convaincre Yuan de tout cela afin qu'il ne puisse pas gâcher devant tout le monde. Pendant ce temps, le voleur de vent de l'équipe, Chen Bo, semble insatisfait. En posant les yeux sur Yan, Yuan a pu voir qu'il ressemble à un gars bien et Yan lui assure qu'il est confiant dans le défrichement de la forêt d'arbres. Cependant, il fait savoir à Yulan qu'il sera le capitaine de l'équipe et que tout doit suivre ses arrangements. Comme prévu, Chen intervient immédiatement, demandant à Yan pourquoi ils sont censés lui faire confiance, car il ressemble à quelqu'un qui ne sait rien et pourrait entraîner l'anéantissement de leur équipe. Yulan est obligé de rappeler à Chen que c'est ce sur quoi ils se sont mis d'accord avant de venir à la réunion. Chen répond, condamnant Yulan pour avoir défendu un étranger. Yulan l'ignore et se tourne vers Yan, s'excusant en son nom. Yulan dit qu'elle va créer l'équipe afin que tout le monde puisse rejoindre l'équipe. Cependant, Jean lui dit qu'elle doit obéir à ses ordres à tout moment et que si quelqu'un n'est pas satisfait, il pourra régler ses comptes avec lui après tout. De plus, il leur fait savoir qu'ils sont libres de partir à tout moment s'ils ne se conforment pas à ses ordres. Cependant, il leur dit que si quelqu'un joue des tours ou même provoque un effacement de l'équipe, il sera impitoyable dans son traitement. Yulan crée ensuite une équipe à laquelle tout le monde peut se joindre. Et une fois qu'ils y sont, Yulan leur dit qu'ils doivent tous suivre les instructions de Jeanne comme si elles étaient les siennes. Elle leur assure que si quelqu'un joue des tours dans le noir, il n'aura plus sa place dans son équipe. Chen rejoint l'équipe à contre-cœur même s'il ne le souhaite pas. Jean s'adresse ensuite à l'équipe, leur disant que leur objectif est identique, qui est de nettoyer le donjon de la forêt de Tran, et il les exhorte à ne pas rendre les choses difficiles pour l'équipe. Il leur assure que si des erreurs se produisent en raison de son commandement inapproprié, il est prêt à les compenser avec 10 pièces d'argent. L'équipe est choquée d'entendre cela, forçant Yulan à demander à Yao où il a trouvé un gars aussi audacieux. Yao dit avec confiance à Yulan qu'elle est presque sûre que Yuan peut faire le travail comme elle le lui a dit plus tôt. Après cela, Yuan dit à tout le monde de laisser tomber son nom et ses statistiques. Il commence par l'équipe Shield Warriors et le mec fait bouillir l'eau se présente révélant qu'il est le tank principal de l'équipe. Les autres arrivent également, laissant tomber leurs statistiques pour lui. Une fois qu'ils ont terminé, Jan commence à leur dire le type de potions qu'ils vont acheter. Ils sont choqués d'entendre cela car les potions sont assez chères. En fait, s'ils défrichent la forêt, il leur est difficile de récupérer leur argent. Et Chen s'empresse de dire que Yan n'a aucune idée. Chen dit que c'est une mauvaise idée pour eux de dépenser leur argent en potions juste pour nettoyer la forêt de Tran. Tang soutient son ami, taquinant Chen, lui demandant s'il est tout simplement trop fauché pour acheter des potions. Cela énerve Chen, mais Tang ne se retient pas de le saccager davantage. Yo s'approche alors de Yan lui demandant s'il est nécessaire d'acheter autant de potions car ils ne pourront pas récupérer l'argent. Yan lui assure qu'elle comprendra le moment venu car acheter les potions n'est définitivement pas un gaspillage d'argent. Il s'avère que ce qu'il veut terminer n'est pas le donjon de difficulté normale mais le donjon expert de difficulté la plus élevée qu'ils ne connaissent même pas encore. Voyant que l'équipe est réticente, Yulan est obligé d'entrer, disant à l'équipe d'acheter les potions, tout comme Jean l'a dit. Une fois que tout le monde a fini d'acheter les potions, il se dirige vers le donjon. En arrivant sur place, Jan dit à l'équipe de l'attendre pendant qu'il active le donjon. Il pose la main sur la pierre et prononce les mots magiques pour activer le donjon. Une fois activé, il lui est demandé de sélectionner une difficulté et il choisit la plus élevée, qui est la difficulté de niveau expert. À ce moment-là, l'équipe est téléportée dans le donjon et est informée qu'il s'agit d'un donjon de niveau expert. L'équipe panique quand elle voit cela parce qu'elle pense qu'il n'y a aucun moyen de terminer un donjon aussi difficile. Yulan prend un moment pour y réfléchir et elle se rend compte qu'il est impossible que quelqu'un comme Jan ait commis une telle erreur de débutant, ce qui signifie que Jean avait prévu de vaincre la difficulté de niveau expert dès le début. Chen, qui voulait déjà faire du bruit, intervient, accusant Yan d'avoir tenté de les tuer pour leur faire perdre des points d'expérience. Yan lui dit simplement qu'il est libre de partir s'il n'est pas satisfait.
Et avant que Chen ne puisse commencer à s'effondrer, Yao l'interrompt, rappelant à Chen que Yan est un ami qu'elle a invité. Yao dit à Chen de la poursuivre au lieu de cibler Yan, ce qui laisse Chen choqué car il ne s'attendait pas à ce que Yao défende Yan. Yan dit ensuite à l'équipe que le niveau expert n'est pas vraiment difficile car il n'est que 30% plus élevé et nécessite un peu plus de défense de la part des guerriers boucliers. Il ajoute que le roi de l'école buissonnière a quelques changements, mais il les leur dira le moment venu. Yulan est surpris de voir à quel point Jean dit tout cela avec tant de légèreté, car dans un donjon, un petit écart comme 1% de HP pourrait provoquer un effacement de l'équipe, sans parler d'un écart total de 30% de HP. Cela laisse Yulan se demander d'où le mec tient sa confiance, et Yao demande également à Yan s'il est sûr de tout cela. Yan lui fait savoir qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il n'y aura pas de problème. D'un autre côté, Chen observe attentivement comment Yan prévoit d'ordonner à tout le monde de terminer un donjon de niveau expert. Soudain, le Trian commence à attaquer et Jean les exhorte à faire attention car ils sont entrés dans la zone d'attaque du monstre. Puisque le Trian attaque avec des vignes, il leur dit de s'étendre sur les côtés. Tout le monde suit ses instructions, mais Chen agit avec obstination, le faisant être attrapé par une vigne. Il crie suppliant d'être sauvé avant d'être contraint à mort. Jean passe alors à l'action en appelant les ordres de l'équipe. Tout le monde suit les instructions et une fois le Tran vaincu, Chen est capable de se libérer. Il s'écrase au sol de douleur tout en accusant Yan d'avoir laissé l'élève scolaire l'attraper exprès parce qu'il avait dû repérer l'élève scolaire à l'avance mais ne l'avait pas prévenu. Yan dit au mec d'arrêter ses conneries parce qu'ils ont tous les deux découvert l'école buissonnière en même temps et même le guerrier bouclier a pu l'esquiver mais un voleur comme lui était trop lent à bouger, ce qui rend les choses bizarres. Tang se joint à lui, disant à Chen d'arrêter de blâmer les autres alors que ses compétences sont plutôt médiocres. Tang dit qu'il aurait été préférable d'arrêter n'importe quel voleur dans la rue, car il serait certainement meilleur que Yan. Yulan dit également à Chen d'arrêter de s'embarrasser car cela devient déjà trop. Chen veut continuer à se disputer, mais Yan lui dit d'arrêter car il est temps d'avancer. Il mentionne qu'il y a de nombreux pièges tendus par les elfes noirs dans la forêt des Tréants et qu'il va ouvrir la voie. Yan se moque de Chen en lui disant qu'il est sur le point de lui apprendre à jouer au voleur. Sans perdre plus de minutes, Yan fonce à travers la forêt, ouvrant la voie à ceux qui le suivent. Yan détecte tous les pièges qui se trouvent sur son chemin avec des coupes précises, laissant les membres de l'équipe complètement époustouflés. Même Yulan n'en croit pas ses yeux, elle assiste à l'action d'un voleur agile, car l'efficacité de Jean lorsqu'il s'agit de dégager des pièges est de premier ordre. Chen coupe en disant qu'il n'y a rien de spectaculaire dans ce que fait Jan parce qu'il peut faire la même chose. Sa première tentative s'avère être un désastre puisqu'il tombe dans un piège où il manque de perdre la vie. Heureusement, Yan l'attrape juste à temps pour le relever. Yan se jette sur lui, lui disant qu'il est le pire voleur qu'il ait jamais rencontré. Mais Chen soutient que c'est Yan qui l'a piégé parce qu'il a clairement vu le piège et l'a juste dépassé. Tang gronde le mec, lui disant qu'il est un idiot ingrat parce qu'il serait certainement mort si Yan ne l'avait pas sauvé. Yan rappelle au mec que c'est lui qui est tombé dans le piège lui-même et qu'il ne l'a pas poussé dedans. Yan dit à Chen que cela signifie simplement qu'il n'est pas digne d'être un voleur et Chen décide de devenir agressif. Chen sort son poignard et se précipite vers Yan pour exiger un duel, mais Yan attrape facilement le poignard. Yan rejette facilement le mec, lui disant qu'un duel avec lui sera de trop. Il devrait donc appeler quelques personnes supplémentaires pour l'aider. Yulan intervient rapidement, disant à Chen d'arrêter tout ce qu'il fait parce qu'il a clairement marché lui-même sur le piège. Il n'est donc pas autorisé à exprimer sa colère sur Yan. Yao ajoute que Chen devrait être reconnaissant que Yan lui ait sauvé la vie et Yao exprime sa déception envers le mec. Chen essaie toujours de discuter de tout cela tout en rappelant à ses coéquipiers qu'ils étaient ensemble avant l'arrivée de Yan. Ils ne sont donc pas censés parler en son nom. Le guerrier bouclier dit à Chen de garder la bouche fermée parce que Yan n'a rien fait et c'est Chen qui le visait. Voyant que tout le monde est contre lui, Chen décide de se retirer disant qu'il aimerait les voir vider le donjon sous la direction de Yan. Après son départ, Yao s'excuse auprès de Yan pour ce qui s'est passé, mais Yan lui assure que tout va bien car il vaut mieux qu'il continue sans fauteur de trouble. Avec tout ce qui s'est passé, Jan se rend compte qu'il vaudrait mieux qu'il s'attaque au donjon avec sa propre équipe à l'avenir. Yulan suggère alors qu'ils mettent tout derrière eux et continuent la mission. 30 minutes plus tard, Jan revient pour dire à l'équipe que leur chemin a été bloqué par un mur de Tréants. Apparemment, les Tréants sont au nombre de 18 et Yulan panique car ils ne peuvent pas gérer un tel nombre. Jan lui assure qu'il n'est pas assez stupide pour les obliger à combattre plusieurs Tréants à la fois. Jan saute alors dans la cime d'un arbre et sort une arbalète dans le but d'attirer l'attention des trans sur lui. En tirant les boulons, l'équipe panique parce que le trans serait surpris par les boulons, mais Jan revient calmement en disant au gars du bouclier de se diriger vers une certaine coordonnée. Étonnamment, Jan est capable d'attirer son aggro en frappant différents endroits avec les boulons, laissant Yulan complètement submergé.
C'est quelque chose dont elle n'a entendu parler que dans les légendes et elle demande à Jean où elle a réussi à trouver un maître légendaire parce qu'il était capable d'attirer la plupart des Triants. Yulan appelle cela un énorme test de la vue et de l'agilité d'un voleur que même les voleurs d'élite figurant dans les classements auraient du mal à réaliser. Elle mentionne que le taux de survie de leur équipe aurait augmenté d'au moins 30% s'ils avaient tué Jean dès le début. Même Yao ne peut pas croire que Jeanne était aussi incroyable. Alors qu'ils se préparent à engager le Triant, Jean dit au guerrier bouclier de bloquer un Triant et de se rappeler de maintenir son centre de gravité stable afin que les Triants ne puissent rien lui faire. Jean et les autres engagent le dernier Triant tandis que le guerrier bouclier reste avec le Triant en aggro et il est surpris que la suggestion de Jeanne fonctionne réellement. Quelques instants plus tard, ils parviennent à abattre le Triant qu'ils combattent et détournent leur attention vers celui que le tank retient. Étonnamment, le Triant vaincu laisse tomber un butin qui est le gant d'un mage. L'équipe est époustouflée par cela car elle ne s'attendait pas à ce qu'un donjon de niveau expert laisse tomber de l'équipement simplement en tuant 2 Triants. Yulan confirme cette affirmation. Lorsqu'il parcourait la forêt de Triant de niveau facile, il n'avait vu aucun équipement. Yao félicite Yan en lui demandant comment il sait tout cela. Yan lui rappelle alors qu'il a déjà promis qu'il dirigerait l'équipe pour terminer le donjon de niveau expert. Jean dit alors à l'équipe qu'il est temps pour eux d'utiliser la même méthode pour terminer les Triants dans le donjon. L'équipe parcourt le donjon en toute confiance en utilisant la même méthode qui s'avère très efficace. À peine 20 minutes plus tard, ils avaient rassemblé beaucoup de butin que même l'équipe n'aurait jamais cru pouvoir récolter. Pendant ce temps, Jan remarque qu'ils sont observés par des yeux étranges dans le noir, mais il garde cette information pour lui. Jan leur assure que ce n'est que le début, leur disant que les rendements de la forêt 30 de qualité experte sont bien supérieurs à ce qu'ils voient actuellement. Jan suggère qu'ils se reposent un peu avant d'avancer. Lorsqu'il est enfin temps pour eux de déménager, Jean leur dit qu'ils se déplaceront vers l'ouest, mais Yulan proteste subtilement, affirmant que l'Occident est une impasse d'après ce qu'elle a entendu. Cependant, Jean leur assure qu'ils n'ont rien à craindre car il les mènera au bon endroit tant qu'ils le suivront. Il s'avère qu'il les conduit vers une histoire à embranchement caché à l'intérieur du donjon. Quelques instants plus tard, ils trouvent au loin un homme qui joue de la flûte et Jean est le seul à savoir qu'il est le gardien de la jungle. Apparemment, les humains et les Triants vivent ensemble pacifiquement sous sa direction. Mais de nulle part, de sombres cultistes sont apparus dans la forêt de Triant. Les Triants se sont libérés de tout contrôle et ont commencé à tuer des humains. C'est pourquoi le Conseil des Anciens du Groenland a délibéré et prévu d'entrer personnellement dans la forêt des Triants pour mener une croisade contre le roi des Triants. Il s'agit essentiellement du scénario du donjon de Triant Forest. Alors qu'il s'approche du vieil homme, il les exhorte à rester à l'écart car les Triants de la région tueront tous les humains sur lesquels ils mettront la main. Il continue en disant que les Triants deviennent encore plus puissants à la tombée de la nuit grâce au clair de lune. Jean ignore son avertissement et rend hommage au vieil homme, l'appelant le berger Tran, lui disant qu'ils sont venus pour éradiquer les Trans et les traduire en justice. Cependant, le vieil homme n'est pas d'accord, affirmant que ceux qui méritent la mort sont les viles bêtes de la clandestinité parce que ce sont elles qui devraient être jugées. Il mentionne que ce sont eux qui ont volé sa flûte alors qu'ils se cachaient dans l'obscurité. C'est à ce moment-là que Yulan se rend compte que Jeanne déclenche une histoire cachée, la laissant se demander comment il a pu trouver un PNJ aussi caché. Yulan est obligé de demander à nouveau à Yao où elle a trouvé Yao. Yao répond avec désinvolture qu'elle ne sait même pas ce qui se passe. D'un autre côté, Tang est également époustouflé car il ne sait pas quand son ami est devenu si bon dans ce jeu. Il s'avère que la clé pour vaincre le roi des trains de niveau expert consiste à déclencher le scénario. Jean continue en disant au vieil homme qu'il est d'accord avec lui parce qu'il a remarqué les méchants dès qu'il est entré dans la forêt. Le vieil homme l'attrape quand il entend cela, et il dit à Jean que ce sont les 2 elfes qui ont volé sa flûte, ce qui a plongé les Triants dans le chaos. Le vieil homme révèle alors la poussière d'apparence qu'il a développée, révélant qu'elle va perturber leur état de dissimulation. Il dit à Jean de tuer les elfes et de reprendre sa flûte afin qu'il puisse vaincre le roi Triant enragé. Il s'avère que la poussière d'apparence révèle toutes les créatures cachées dans un rayon de 30 mètres, et cela dure 20 secondes. Après avoir obtenu l'objet nécessaire, Jean dit à l'équipe de le suivre. À l'aide d'une vigne, Jean descend la falaise en rappel et les autres le suivent. Alors qu'il s'approche d'une grotte, Yulan demande à Jan s'il a pu trouver les elfes noirs mentionnés par le vieil homme, et Jan dit oui. Une fois qu'ils ont atteint l'entrée de la grotte, Jan s'arrête complètement et dit qu'il est temps pour eux d'attraper les elfes noirs. Yao lui demande comment il sait où se trouvent les elfes noirs, et Jan répond que les elfes les suivent depuis le tout début. Yo regarde autour d'elle avec confusion car elle ne voit rien, mais Jan sent déjà la présence des elfes derrière eux. Jan dit à l'équipe qu'ils doivent terminer le travail immédiatement, sinon il leur sera difficile d'attraper les elfes car ils sont plutôt insaisissables. Au moment où ils s'enfoncèrent plus profondément dans la grotte et que Jean réalisa qu'il n'y avait plus aucune issue de secours, il projeta de la poussière dans l'air, découvrant finalement les elfes cachés.
Voyant que leurs couvertures ont été détruites, les elfes tentent de s'enfuir effrayés, mais ils sont bloqués par Tang et le guerrier bouclier qui les guette. Les elfes se rendent compte qu'ils n'ont d'autre choix que de se battre et se jettent sur eux deux, mais Tang frappe l'un d'eux avec sa boule de feu. Le reste du gang arrive alors sur les lieux pour aider. Jean dit à l'équipe de s'assurer qu'il tue les elfes car la flûte de berger dont ils ont besoin est sur eux. L'un des elfes se jette sur Jean dans le but de l'abattre, mais Jean l'esquive avant de lancer une contre-attaque qui coupe la tête des elfes. En battant les elfes, Jean met enfin la main sur la flûte dont ils ont besoin et Jean assure à l'équipe qu'avec la flûte, ils pourront facilement défricher l'arbre et la forêt. Il s'agit d'une flûte qui fait trembler les arbres de peur, leur faisant perdre 50% de leur paix fin, mais elle n'est utilisable que dans le donjon des arbres et des forêts. À ce moment-là, Yao dit à Yan qu'il a autre chose qu'il doit voir. Il s'avère que c'est une lettre écrite dans une langue étrange. Yao ne comprend pas, mais Yan est capable de lire la lettre et il semble qu'ils aient déclenché un scénario à embranchement dans lequel ils doivent remettre la lettre au général Cavaro, lui rappelant de se prémunir contre la contre-attaque de la tribu Drow. Yao demande à Yan ce qui est écrit sur la lettre et il lui explique, laissant tout le groupe totalement surpris. Ils savent qu'ils vont aussi être récompensés pour cette quête et ils imaginent déjà quelque chose d'énorme. Jean donne la flûte au tank, lui disant que c'est lui qui l'utilisera le moment venu puisqu'il est le tank de l'équipe. Le mec est choqué quand il se rend compte que la flûte donne 300 HP supplémentaires, ce qui signifie qu'il n'a pas à craindre lorsqu'il affronte le Train King. Une fois cette affaire réglée, Yan leur dit qu'il est temps de déménager à nouveau. Tang félicite Yan en disant qu'il est devenu plutôt bon et que grâce à ses compétences, il a pu inverser la mauvaise attitude de l'équipe à son égard. Dès qu'il retourne dans la forêt, il recommence à engager Trent et acquiert de nombreuses récompenses dans le processus. Il trouve un bon bouclier que Yulan propose immédiatement d'acheter à Jeanne et Jeanne lui dit que cela ne le dérange pas car le seul butin qu'il veut est l'équipement du voleur. De plus, il veut le bijou de chute de plume du roi Tréant, mais les autres peuvent être vendus avec l'argent qui lui est envoyé. Quelques instants plus tard, le sol entre en éruption et le boss Tréant émerge de dessous. Jean exhorte l'équipe à faire attention et il leur dit de se mettre en formation. Il dit au tank de monter pendant que les autres l'attendent. Le chef Tréant est trop coriace avec 10 000 points de vie. Le roi Tréant libère son aura, disant à Jean et à son équipe qu'il va les tuer. Il lance une grosse vigne sur Jean qu'il parvient à esquiver, mais le monstre continue de l'attaquer. Le reste de l'équipe regarde Jean esquiver facilement les attaques qui lui sont lancées, les laissant impressionnés. Une fois que Jean croit avoir attiré l'attention du monstre, il dit au tank de poursuivre son plan. L'eau bouillie frappe le monstre avec son bouclier, ce qui ne lui enlève que 36 points de vie, et c'est à ce moment-là que le mec se rend compte qu'il ne faut pas plaisanter avec la défense du monstre. Pendant que l'eau bouillie s'occupe du monstre, Jean ordonne aux mages d'attaquer et ils lancent tous un assaut complet sur le roi du Triant. L'attaque du mage inflige beaucoup de dégâts qui lui enlèvent beaucoup de points de vie, mais cela n'est toujours pas suffisant pour abattre le monstre. Jean dit alors à l'eau bouillie d'utiliser la flûte, et au moment où il fait cela, cela supprime les statistiques du roi Triant de 50. Une fois que le monstre est désavantagé, Jean dit au mage d'utiliser la magie du feu au lieu de la magie de la glace parce que le roi Triant est résistant à la magie de la glace d'une manière ou d'une autre. Tang accepte cela parce que c'est son point fort, il est donc temps pour lui de briller. Pendant que Tang affronte le roi Triant, Yan se précipite vers l'un des prêtres pour lui demander si elle a appris la compétence de dissipation. Et elle dit oui. Yan est heureux d'entendre cela et il dit au prêtre de faire attention à l'eau bouillie car le roi Triant utilisera bientôt une compétence de peur. Une fois que le roi Triant utilise la compétence, Yan dit au prêtre d'utiliser la dissipation immédiatement. Yan y remarque que le prêtre est nerveux et il l'exhorte à se détendre, lui faisant savoir qu'il va lui dire quand il sera temps de lancer la compétence de dissipation. Comme il l'avait prédit, le Trent King utilise la compétence de peur, mais le prêtre est déjà prêt à accomplir la tâche et elle lance sa compétence de dissipation pour éliminer la compétence de peur. La prêtre est époustouflée lorsqu'elle réalise qu'elle a réellement le pouvoir de le faire. À ce stade, les HP du Trent King sont tombés à un peu moins de 3000 points. Réalisant qu'il est sur le point de mourir, le Trent King devient fou furieux, poussant l'équipe en arrière. Cependant, Jan dit à Boiled Water de passer à sa position défensive. Ceci est capable d'arrêter l'avancée du Trent et Jean dit à l'équipe de consommer leur potion magique pour guérir. Tout le monde fait immédiatement ce qui lui est demandé et revient à son état optimal. Cependant, c'est l'eau bouillie qui subit tous les dégâts de l'attaque de Tréance. Juste au moment où il est sur le point d'être écrasé, l'effet curatif entre en jeu au bon moment, le sortant de cette situation difficile. L'eau bouillie se rend compte qu'il n'aurait jamais été capable de résister aux dégâts du Trent King sans la flûte et la guérison arriver juste à temps. L'eau bouillie consomme également la potion qu'il a avec lui et il se rend finalement compte que les potions qu'ils ont achetées étaient pour ce moment précis. Avec tout le monde rajeuni, ils sont capables de pousser plus fort contre le Triant. Et Jean dit au mage de se concentrer sur le feu afin qu'il puisse tuer instantanément le monstre Triant. Tout le monde lance une attaque simultanée sur le monstre Triant. Et Jean finit par achever le monstre avec la compétence de frappe vitale. Le monstre Triant s'écrase au sol et se brise en morceaux.
L'équipe célèbre d'une seule voix car elle vient de réussir à tuer le terrifiant roi Trian. Yulan exprime son choc qu'ils aient pu nettoyer la forêt de Trian de niveau expert, tout cela grâce aux commandes impeccables de Jean. Même l'eau bouillie indique que toute l'expérience est revigorante. Grâce à la défaite du roi Trian, ils ont tous réussi à passer au niveau supérieur. Mais pendant qu'ils font la fête, Jean prend enfin le bijou de plume qu'il était venu chercher. Il s'avère qu'il s'agit d'un élément très apprécié qui peut être équipé dans l'emplacement accessoire. Lors de l'utilisation d'une compétence active, le bijou de chute de plume peut réduire son propre poids, rendant la vitesse de chute de l'air aussi légère qu'une plume, mais cela ne dure que 3 minutes. Après avoir obtenu le bijou, Jean passe également au niveau 3. Jean dit alors à l'équipe qu'ils sont libres de distribuer le reste du butin et qu'il n'en demandera rien. Il les informe qu'ils doivent se rendre à Carol City et valider la quête secondaire. L'équipe se souvient qu'elle a encore une quête secondaire, ce qui ajoute à son enthousiasme. Yulan remercie John pour son aide, lui disant qu'elle ne sait même pas comment le remercier correctement. Quelques instants plus tard, ils arrivent au point de téléportation de Carol City et Chen attend pour voir s'ils pourraient réellement nettoyer le donjon. Il est choqué de voir qu'ils l'ont réellement fait et qu'ils ont même progressé de niveau au cours du processus. Cela le rend encore plus en colère et il jure de se venger de Jean. Jean et son équipe se dirigent ensuite vers la caserne où ils rencontrent un chef de guerre, Kavarot. Kavarot leur demande ce qu'ils veulent et Jean révèle qu'ils ont attrapé 2 elfes noirs dans la forêt des Tréants. Il mentionne qu'ils ont pu obtenir des informations concernant la forteresse Hilton et en lisant la lettre, Kavarot est époustouflé. Il félicite Jean en lui disant qu'il leur a été d'une grande aide et c'est pourquoi ils vont lui préparer une récompense. L'équipe reçoit beaucoup de respect tout en lui donnant également 2 pièces d'argent et un livre de compétences, étourdissant. Jean est satisfait des récompenses car il ne s'attendait pas à obtenir des choses aussi bonnes grâce à la quête secondaire. Jean dit alors à Yulan qu'il est temps pour eux de se séparer et Yulan lui demande ce qu'il compte faire. Jean répond que l'habitude est de broyer des monstres et de passer au niveau supérieur. Au fond, Jeanne pense déjà à broyer le monstre d'élite, le roi lion de Kato. Alors qu'ils sont sur le point de partir, Yao lui assure qu'elle va vendre le butin et lui envoyer sa part de l'argent. Après leur départ, Tang s'accroche à Yan comme un bébé, lui disant de lui apprendre rapidement à jouer correctement un mage arcanique. Jean accepte de le faire mais suggère qu'il change d'abord de vitesse. Peu de temps après, ils arrivent à la forge et Jean se procure un tas de gantelets et de protège-jambes. Une fois cela fait, Jean lui dit qu'il est temps de partir pour les collines du Rhin pour passer au niveau supérieur. Yan promet d'apprendre à Tang comment utiliser correctement sa classe sur le chemin des collines. Peu de temps après, ils arrivent sur les collines du Rhin et Yan dit à Tang que les grottes des collines abritent de nombreux monstres chauves-souris. Alors il lâche des battes. Yan donne à Tang une heure pour cultiver des batteries afin qu'il puisse voir combien il peut en cultiver. Tang accepte avec enthousiasme et se précipite vers la grotte pour commencer à rôtir des chauves-souris au feu. En parallèle, Yan décide également de traquer les monstres pour ne pas rester les bras croisés. Yan abat les chauves-souris assez facilement avec son poignard et en seulement une demi-heure, Yan a abattu beaucoup de chauves-souris. Il se demande combien de chauves-souris Tang aurait tué à ce moment-là, mais soudain Tang le contacte, lui disant qu'il est pourchassé par un joueur au nom rouge. Fondamentalement, ce sont des joueurs qui tuent illégalement d'autres joueurs dans le jeu. Yan est choqué d'entendre cela et Tang dit que le groupe appartient à la Radiant Sacred Flame Guild qui met immédiatement Yan en action. Yan bouge et il dit à Tang de rester en sécurité jusqu'à son arrivée. Yan lui demande comment il a rencontré les joueurs rouges et Tang répond qu'il ne faisait que s'occuper de ses affaires, tuant des monstres chauves-souris, mais tout à coup il est tombé sur leur chef de niveau 3. Il s'avère qu'ils se sont spécialisés dans le meurtre d'autres joueurs pour voler leur équipement. Yan exhorte Tang à les faire tourner en rond jusqu'à ce qu'il y arrive afin qu'il puisse s'amuser avec eux. Peu de temps après, Yan arrive sur les lieux et il aperçoit l'équipe au loin. Le chef de l'équipe, Dion Kang, est un mage élémentaire et ils sont convaincus que Tang ne leur échappera pas. Il s'avère que si un joueur au nom rouge est tué, tout l'équipement qu'il contient tombera. Et comme Yan peut voir le Kang portant l'ensemble de chasseurs de feu, Yan est déjà ravi d'éliminer l'équipe. Il active sa furtivité et s'en prend à l'équipe, mais sait qu'il doit être prudent car l'équipe doit être tout à fait capable pour qu'elle ait décidé de tendre une embuscade à un autre joueur. À ce moment-là, l'un des membres de l'équipe remarque que Kang regarde autour de lui bizarrement, et il semble que Kang ait réussi à rattraper Yan même s'il est en mode furtif. Avant que Yan ne puisse l'atteindre, Kang s'enfuit d'où il se trouve tout en lançant une attaque de feu, disant à Yan qu'il l'attendait. La furtivité de Yan se brise, donnant aux autres la chance de se rendre compte de sa présence. Ils commencent activement à le chasser et Yan se rend compte que Kang doit partir car il constitue une menace sérieuse. Pour réduire la distance qui les sépare, Yan active le défilement de vitesse, ce qui lui donne un boost de vitesse de 20% pendant 30 secondes. L'attaque de Kang parvient à toucher Yan, lui enlevant une partie de ses PV, mais cela ne l'empêche pas d'avancer à une vitesse fulgurante. Il arrive à Kang avant même de pouvoir réagir et il libère la compétence d'assassinat, enfonçant son poignard dans sa poitrine pour retirer 40 HP de la santé du mec. Kang riposte immédiatement avec une autre explosion de flammes qui frappe Yan, mais il parvient à esquiver la frappe.
Un autre adversaire poursuit avec une autre attaque, mais Yan bloque la frappe avec son poignard. Yan parvient à l'esquiver mais est toujours frappé par la lumière sacrée. Yan ignore les deux et se dirige directement vers Kang. Yan coupe Kang si fort qu'il lui retire la majeure partie de ses HP. Voyant à quel point Yan le repousse, Kang crie à ses laquais en leur disant de l'aider. Ses laquais lui disent qu'ils ne peuvent pas le rattraper à cause de la vitesse. Jean arrive enfin à Kang et il lance une frappe vitale qui tue finalement Kang. Il gagne ainsi un point de prestige et plus son prestige est élevé, plus il lui est facile de recevoir des quêtes lui permettant de bénéficier de réductions. De plus, tout l'équipement de Kang est tombé, mais avant que les laquais de Kang ne puissent le récupérer, Jan a obtenu l'ensemble du chasseur. Le mec avec une épée à deux mains se lance sur Jean, le forçant à battre en retraite. Jean commence à s'enfuir et les laquais le poursuivent parce qu'ils savent qu'il est en mauvaise santé. Une fois qu'il y a un peu de distance entre eux, John active le bandage de combat pour récupérer ses PV. Au moment où ses HP reviennent au stade optimal, Jean se retourne vers les deux qui le poursuivent. Avec une agilité folle, Jean abat l'épéiste avec une compétence de frappe vitale avant qu'il ne change de position derrière lui. Il le coupe par derrière, forçant le mec à bondir en arrière pour essayer de mettre une certaine distance entre lui et Jean. Cependant, cela ne l'aide pas car Jean sort son arbalète et il tire 3 coups sur le mec. Le mec se rend compte que ses HP sont sur le point de s'épuiser et il se retourne pour tenter de s'enfuir. Cependant, Jean se rapproche de lui en un rien de temps, le coupant par derrière. Le mec laisse tomber son butin et Jean l'obtient aussi. Jean se tourne alors vers le curé qui panique déjà car il est le seul qui reste. Il supplie d'être épargné mais Jean n'est pas sur le point de le quitter car il lui rappelle qu'il passait un bon moment lorsqu'il l'a projeté de lumière sacrée. Après avoir vaincu le prêtre, Jan obtient également son équipement et Yan est heureux d'avoir obtenu l'ensemble de chasseur de feu, qui est un objet en bronze. Il envisage de donner à Tang le set de chasseur de feu puisqu'il utilise la magie du feu. Et pour les autres, Yan envisage de tout vendre. Il contacte alors Tang, lui demandant où il se trouve et Tang révèle ses coordonnées exactes. Yan assure à Tang qu'il va se précipiter vers lui tout de suite. À ce moment-là, Tang reçoit une notification indiquant que Yan a installé le chasseur de feu pour lui et Tang panique sous le choc. Il demande à Yan où il a obtenu le set et Yan révèle qu'il l'a obtenu de l'un des mecs qu'il a tué. Tang est impressionné par l'impressionnant de son ami. En fait, il est prêt à mourir à ce moment-là car il a mis la main sur un bon butin. Yan dit alors à Tang d'attendre quelques minutes car il doit éliminer un groupe de méchants. Pendant ce temps, les subordonnés de Kang reçoivent la notification que leur camarade est mort, ce qui les choque jusqu'aux os puisque Kang est assez fort grâce à l'ensemble des chasseurs. Ils paniquent également lorsqu'ils réalisent que Kang a dû perdre son équipement. Le groupe suppose que Kang doit être mort aux mains d'un groupe de personnes. C'est à ce moment-là qu'ils ont appris que la personne qui a tué Kang n'était qu'un simple voleur. Ils ne veulent pas en croire leurs oreilles quand ils entendent cela parce que Kang est plutôt fort. L'équipe a peur car il ne leur est pas compréhensible qu'un voleur de niveau 3 anéantisse à lui seul Kang et son équipe. Le chef d'équipe dit alors à son équipe que c'est Kang lui-même qui a tout confirmé. Grâce à la mise à jour de Kang, ils peuvent apprendre le nom de Yan. Il s'avère que la guilde a émis un ordre de tuer Yan, et celui qui le tuera sera récompensé par 5 pièces d'argent. À leur insu, Yan les traque et il peut entendre tout ce qu'ils disent. Jean est surpris qu'il lui ait investi une telle somme d'argent. En même temps, Jean souhaite voir comment ils envisagent de le traquer. Jean active alors sa compétence furtive pour suivre secrètement le groupe. À ce moment-là, ils entendent un bruissement devant eux et alors qu'ils se préparent à affronter ce qu'ils pensent être Jean, ils sont choqués de découvrir que ce n'est autre qu'un chef de cerf à cornes. C'est aussi un gros problème auquel ils doivent en faire face à ce moment-là, mais cela donne à Jean l'occasion idéale de se faufiler sur eux. Le chef du groupe, qui est un tank, se précipite vers le cerf et exhorte son équipe à le soutenir. Il bloque le chemin du cerf tandis que les autres le frappent à plusieurs reprises, réduisant ainsi ses points de vie. Pendant ce temps, les mages apportent leur soutien par derrière et soudain l'un d'entre eux est abattu. Jean lance des attaques rapides qui coupent les deux et même lorsque l'un d'eux essaie de boire une potion, Jean lui coupe court, lui effaçant la tête avant qu'il n'ait la chance de le faire. L'autre est abasourdi et Jean profite de l'occasion pour le poursuivre, mais le mec bloque l'attaque de Jean avec son bâton. Pendant ce temps, le chef de l'équipe remarque qu'ils ne reçoivent pas d'amélioration par derrière et lorsqu'il se retourne pour évaluer la situation, il se rend compte qu'ils sont pris dans une embuscade tendue par Jean. Puisqu'ils sont attaqués sur deux fronts, le chef d'équipe suggère d'achever les cerfs avant de s'en prendre à Jean. Pendant que l'équipe est occupée à s'occuper des cerfs, Jean a terminé leur tampon et à ce stade, il doit affronter l'équipe. Cependant, il se rend compte que le trio qui reste est composé de combattants au corps à corps et que, même s'il ne leur reste plus beaucoup de santé, c'est plus risqué qu'une situation en 1 contre 1. Le chef d'équipe est énervé lorsqu'il se rend compte que Jean a déjà tué 5 membres de leur guilde et il dit à ses coéquipiers qu'il a déjà appelé des renforts. Ils doivent donc simplement tenir un peu. Voyant que le trio hésite à l'embaucher, Jean décide d'en profiter à son avantage en leur disant qu'il partirait. Le chef d'équipe dit alors à Jean que son plan visant à les séparer afin qu'ils puissent les attaquer individuellement ne fonctionnera pas.
Jean comprend immédiatement que des renforts vont bientôt arriver, alors ils essaient de le bloquer. Jean se retourne alors et dit à l'équipe qu'il va jouer avec eux la prochaine fois. Il s'élance, obligeant le trio à le poursuivre pour tenter de l'empêcher de s'échapper puisque des renforts sont déjà en route. Cependant, ils finissent par le manquer parce qu'il est tout simplement trop rapide. Jean crée une grande distance entre eux parce qu'il comprend le terrain mieux que quiconque, donc il n'y a aucun moyen pour eux de l'attraper. Une fois échappés, ils décident de se rendre dans la grotte où se cache Tang. En un rien de temps, il arrive là où se cache Tang et il le choque en apparaissant soudainement de nulle part. Yan lui dit alors d'enfiler rapidement le set de chasseur de feu qu'il a obtenu de Kang. Sans hésiter, Tang l'enfile et il reçoit immédiatement un buff qui impressionne Yan car il estime que Tang a enfin le bon équipement pour défier avec lui des quêtes de donjons de haut niveau. Il s'avère qu'il y a un coffre au trésor en argent dans la grotte des araignées. Et c'est là que Yan veut qu'il se dirige. Yan fait son mouvement tandis que Tang le suit par derrière. Il ouvre la voie avec son arbalète et ses carreaux, éliminant les araignées assez facilement. Tang fait également sa part en brûlant les araignées jusqu'à l'oubli. Tang est tellement impressionné par son nouvel équipement car il lui permet d'abattre des monstres même au-dessus de son niveau. Grâce à leur travail d'équipe insensé, ils sont capables de traverser la grotte jusqu'à atteindre enfin la grotte où se trouve le trésor. Tang est surpris et il demande à Yan comment il sait qu'il y a un trésor là-bas, et il ment en disant qu'il l'a vu en passant alors qu'il le cherchait. Tang dit alors à Yan qu'il y a un problème car ils n'ont pas les compétences en matière de crochetage, mais Yan lui assure que ce n'est pas un problème puisque le jeu a été développé de manière réfléchie. Yan révèle qu'à côté d'un coffre au trésor, il y a toujours une clé pour l'ouvrir, et soudain, le chef de l'araignée se montre. Tang panique quand il voit le monstre géant parce que c'est un monstre de niveau 5 et il commence à demander à Yan quel est le plan. Yan répond simplement que le plan est simple et qu'il s'agit pour eux de tuer le chef. Tang reconnaît et lance une boule de feu géante sur l'araignée. Lorsque Yan se rend compte que son ami utilise réellement la magie du feu, il sourit car il se rend compte qu'ils ont une chance puisque l'araignée est faible contre le feu.